Bonjour à tous. Il y a un peu, les rangs sont clairsemés, mais bon, je vais commencer quand même. Je vais essayer de gagner un peu de temps. Donc, je vais vous présenter le projet Biotor, qui est sur la thématique des tordeuses de la grappe. Donc, dans ce projet, on testait à la fois des solutions qui sont disponibles et homologuées, comme par exemple le Bacillus thuringiensis, une solution de micro-organismes comme les trichogrammes, mais aussi des solutions qui sont prometteuses comme l'argile kaolinite calcinée, des substances d'origine naturelle et des méthodes plus globales comme le piégeage de masse, par exemple. Donc ces produits de biocontrôle, souvent, ils sont plus difficiles à positionner, donc on avait aussi un devoir de concevoir des règles de décision, et donc on avait aussi pour objectif de commencer à travailler sur un prototype d'OAD. Donc, pour commencer à expliquer la formation d'un OAD, donc on se pose la question comment on va raisonner la protection sur les tordeuses de la grappe. Donc, tout d'abord, ça va se baser sur l'utilisation d'outils qui vont servir à positionner des observations pour justement voir, estimer le risque par rapport à des seuils. Donc tout d'abord, comment positionner mes observations? Donc je vais avoir des outils, le piégeage sexuel par exemple, c'en est un, qui va nous permettre de capturer les mâles et de définir la cinétique de vol. Donc c'est à utiliser plutôt en réseau, parce que c'est le nombre de personnes qui va faire la qualité de l'information. Il y a aussi le piégeage alimentaire, qui va capturer les femelles, donc les femelles qui vont générer les pontes. Donc ça va nous permettre d'avoir une indication sur les périodes de ponte, donc les dégâts potentiels au vignoble. Donc ça peut être, on a plus de captures, donc ça peut être fiable déjà à l'échelle d'un îlot. Et puis il y a la modélisation, donc on a des modèles qui sont disponibles, par exemple sur Epicure, Eva Eudemis et Cochilis. Mais bon, ils sont quand même à valider localement. Par exemple en Charente, ils répondent très mal actuellement. Donc l'objectif, c'est pour avoir une bonne qualité d'information, c'est de mutualiser l'information. Donc, par exemple, le BSV peut être un moteur pour mutualiser l'information et aussi pour former les gens. Donc, je vous invite à participer au BSV quand vous le pouvez et à suivre des pièges dans le cadre du BSV. Donc les observations, ça peut être l'observation des œufs, par exemple, qui va être cruciale pour le positionnement d'un BT. Donc ça va être une observation qui va être qualitative. En général, on va faire 25 grappes, c'est très technique, et ça dure environ entre 20 minutes et 45 minutes selon la période où on le réalise. Ça peut être très compliqué, par exemple, quand on le fait sur la première génération, et après c'est un peu moins compliqué après sur B de repérer les œufs. Donc après, on va observer en cours de saison les dégâts des larves, donc par exemple les glomérules et les perforations. Donc ces observations, elles vont nous permettre de nous positionner par rapport à des seuils et de définir un risque. Donc on peut voir ici que j'ai barré les interventions sur la même génération. En effet, en bio, on va essayer toujours d'anticiper, donc de faire des observations sur la génération précédant le traitement pour évaluer le risque et voir s'il y a opportunité ou non de réaliser un traitement. Donc on voit que si on dépasse 5 glomérules pour 100 grappes en génération 1, il faut déclencher un traitement. Donc par exemple ici on peut voir sur ma courbe, quand on était en dessous de 5 glomérules, mais au final les dégâts en nombre de perforations ne décollaient pas. Ça c'est issu de tous les essais qu'on a fait dans le programme Biotor. Par contre, plus le nombre de glomérules augmente, plus les dégâts augmentent sur les parcelles. Donc une fois qu'on a pris la décision de traiter, on arrive au produit de biocontrôle. Donc voici les différentes solutions qui sont disponibles. Donc avec différents positionnements aussi. Donc la confusion sexuelle, tout d'abord, qui est une méthode hyper préventive, qui est une méthode confirmée, qui est utilisée déjà depuis un bon moment. L'argile kaolinite calcinée qui va aussi se positionner avant les pontes, tout comme les trichogrammes, et le Bacillus thuringiensis qui va se positionner au stade tête noire. Donc je vais revenir un peu sur les méthodes. Tout d'abord, une méthode prophylactique. Donc un effeuillage, ça permet aussi de réduire les populations de tordeuses. Donc ça a été prouvé par un essai
en Italie, notamment, on préconise un effeuillage à la nouaison. Et en plus, ça va permettre une meilleure qualité de pulvérisation et une meilleure efficacité des produits utilisés. On peut voir des résultats d'essais en 2018 sur notre réseau, donc avec environ, on va dire, autour de entre 30 et 40% d'efficacité sur nos essais. Donc l'argile kaolinite calcinée, c'est une méthode qui est aussi très prometteuse. Donc au laboratoire, on commence à avoir pas mal de références. Donc c'est un produit qui va être repoussant pour les tordeuses. Il va aussi entraîner un stress au niveau des femelles et un taux de fécondité et baisser le taux de fécondité des femelles. Et il va aussi avoir un effet ovicide. Donc quand on applique l'argile sur les œufs, donc on va avoir des taux d'éclosion qui vont être plus faibles. Donc ça, c'était au laboratoire. Après, on l'a testé du coup au champ en microplacettes dans le cadre du projet. Et donc on voit que les efficacités sont beaucoup plus... déjà, c'est des efficacités partielles. Elles sont beaucoup plus contrastées. Donc on a des écarts types, on a des irrégularités importantes. Donc en génération 2, par exemple, on n'a aucune significativité avec ce produit. Et en génération 3, on a des différences significatives qui apparaissent surtout au niveau de l'intensité. Et en plus, on l'a testé aussi en association avec le BT. Donc, en fait, l'objectif, c'était de mettre l'argile kaolinite calcinée avant les pontes, donc limiter les pontes. Et comme c'était assez persistant, ça permettait de bien limiter les pontes au moins sur 14 jours. Et après, on intervenait avec du BT, donc pour gérer, on va dire, le pic de vol et la fin du vol. Et on a remarqué que l'argile kaolinite calcinée n'a pas apporté d'effet sur cette association. Donc on se pose toujours la question, comment transférer ces bons résultats au laboratoire sur le terrain. Donc on a aussi testé les trichogrammes. Donc c'est un positionnement aussi qui est en pré-oviposition. Donc dès qu'on a les premières captures de papillons, il faut positionner les diffuseurs. Donc il y a 2 poses par génération, donc pour couvrir les 30 jours de vol. Il n'y a pas de délai de réentrée et de délai avant récolte, donc pour cette méthode. Bon, après, on notera pour les viticulteurs bio que les trichogrammes sont assez sensibles au soufre et ils sont aussi très sensibles aux insecticides, donc ils sont plutôt à positionner en G3. Donc sur les efficacités, ça, c'est des résultats de la chambre de Dordogne. Donc, par exemple, en G3, on avait une efficacité de 25% sur la fréquence et de près de 50% sur l'intensité. Donc voilà, il y a sûrement des travaux à mener, par exemple, sur l'utilisation de trichogrammes, l'adaptation aux doses de soufre et aussi à intercaler les trichogrammes par rapport aux pyrévers qui ont une action de choc. Et donc, essayer de voir si on peut intercaler des positionnements de trichogrammes avec les pyrévers en zone de PLO. Donc, si je reviens rapidement sur les différentes solutions, donc la confusion sexuelle, donc assez pratique. On pose en début de saison et puis après, on a néanmoins, il faut quand même réaliser des observations pour valider qu'on n'a pas une pression trop forte sur certaines années. On a une bonne efficacité en général sur des pressions moyennes. C'est moyennement compétitif parce que c'est un prix quand même qui est assez important. Sur les trichogrammes, c'est pratique, mais par contre, voilà, on a cette problématique avec le soufre et les insecticides. C'est assez efficace. Et au niveau de la compétitivité, on est autour de 150 € hectare par génération. Voilà. Pour le Bacillus thuringiensis, au niveau pratique, c'est assez difficile à positionner, donc, et on a des gros risques d'échec si on ne positionne pas exactement au stade tête noire. Donc c'est assez technique. C'est efficace quand c'est bien positionné et c'est compétitif en termes de prix. L'argile, c'est assez pratique parce qu'on va le poser dès les premières captures de papillons. Pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir des efficacités régulières, mais je pense que c'est très important d'avoir une très bonne qualité de pulvérisation et des grappes bien dégagées pour avoir une bonne efficacité. Et c'est, du coup, compte tenu de l'efficacité et du prix, ça reste moyennement compétitif. Sur les feuillages, c'est pratique, ça semble efficace. Et par contre, là, j'aurais pu mettre jaune parce que
Si on réalise manuellement, ça peut être assez coûteux. Par contre, mécaniquement, on peut s'y retrouver. Donc voilà, c'est à valider ces méthodes. Et donc ça nous amène, voilà, on voit que ces moyens de biocontrôle, ils ont des positionnements très précis en général. Donc au développement à la fois d'indicateurs et à la construction d'un OAD pour mieux les positionner et dans un contexte phytosanitaire parasitaire adapté. Donc on a travaillé avec l'INRA, par exemple, sur un nouvel indicateur, un outil moléculaire pour évaluer le taux de parasitisme en génération 1. Donc en génération 1, on peut facilement, dans les glomérules, récupérer des larves. Et ces larves, donc on mesure si elles ont été parasitées ou non par des hyménoptères, par exemple, des auxiliaires de la vigne. Donc cet indicateur, il pourrait être intégré à un outil d'aide à la décision et servir à estimer le parasitisme en génération 1 afin d'affiner notre prévision du risque et de définir si un traitement est nécessaire ou non en G2. Donc ici, voici quelques résultats de prélèvements qu'on a réalisés l'an dernier. Donc il y avait pas mal de sites en agriculture biologique. Donc j'ai pas précisé, mais voilà, on a fait à peu près une dizaine de prélèvements. Les taux de parasitisme, ils vont de 11% à quasiment 60% de régulation sur la génération 1. Alors les parasitoïdes, le parasitoïde le plus courant qui a été retrouvé, c'est Camphopex capitator. Et le deuxième, c'est Phytomyptera nigrinia. Voilà, donc on voit que c'est des alliés très, très puissants au niveau des vignobles. Et donc il est nécessaire de les prendre en compte dans nos stratégies de traitement. Donc voilà, on arrive à des règles de décision de cette sorte. Par exemple, pour définir la pression au niveau du vignoble, donc on va compter le nombre de glomérules, et en prenant en compte, par l'utilisation du taux moléculaire, du taux de parasitisme, on va obtenir un nombre de chenilles qui va être nuisible. Et par rapport à ça, on va définir s'il est nécessaire ou non de réaliser un traitement sur la génération suivante. Et de la même manière, sur la G2, en comptant le nombre de foyers, on peut estimer s'il est nécessaire ou non de faire un traitement. Et il y a aussi d'autres paramètres qui vont être importants. Par exemple, la sensibilité au botrytis. Selon la sensibilité au botrytis de la parcelle, on ne va pas piloter de la même façon nos choix. Voilà. En conclusion, on voit qu'il y a pas mal de solutions avec des modes d'action assez diversifiés, aussi des périodes d'application diversifiées. Maintenant, ce qu'on veut travailler, c'est comment faciliter le positionnement de ces produits pour les viticulteurs et aussi mieux intégrer la régulation naturelle sur nos parcelles pour éviter de l'endommager, de faire des traitements insecticides inutiles qui pourraient avoir une influence négative sur elles. Voilà, donc c'est ça les grands enjeux. Et aussi travailler, donc poursuivre notre travail sur des nouvelles solutions de biocontrôle. Donc peut-être essayer de trouver des solutions avec des positionnements, par exemple, un peu moins difficiles que le BT, donc où on voit que ça demande une compétence technique très importante. Voilà, bon, je tenais à remercier tous les viticulteurs qui ont mis à disposition leurs parcelles pour nos essais, et puis les partenaires du projet Biotor. Voilà, je vous remercie de votre attention.